Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la suite des annonces côté TV pour le constructeur Panasonic. Et oui, vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur la chaîne plusieurs vidéos, l'une tournée juste après le CES de Las Vegas, on a vu les premières informations concernant les Z93 et Z95A, puis une vidéo tournée dans les locaux français du constructeur où j'avais pu déjà découvrir les deux téléviseurs, les deux références majeures, donc Z93A et Z95A. Je vais y revenir juste après. En tout cas, cet événement quasi annuel que nous organise le constructeur japonais, cette année à Düsseldorf, nous a permis de découvrir la suite de la gamme, avec des téléviseurs LCD. Pour moi, 2024, s'annonce sur le papier comme étant quelque chose d'assez intéressant. Mais vous trouverez quand même dans la vidéo, à la fin, une sorte de récap billet, constat, premières impressions et ce que je crains, ce que je redoute ou ce que j'attends aussi. Sur les points positifs d'abord, il est vrai que le premier chapitre de cette vidéo va être consacré à un élément qui, je trouve, a de l'importance. L'importance pour 2024, puisque ça permet à Panasonic d'évacuer l'une des critiques à laquelle il devait faire face assez régulièrement. Alors attention, pas de tout le monde et je vais y revenir tout de suite. C'est-à-dire que Pana fonctionnait sur le système d'exploitation My Home Screen. C'est fini, conjointement, les équipes de Panasonic et les équipes d'Amazon ont porté Fire OS sur les téléviseurs de la marque. Alors Fire OS est un système qu'on va retrouver déjà sur les Fire TV Stick, sur les Fire TV Cube, etc. Je vous en avais déjà parlé, et moi je trouve que c'est un système d'exploitation testé sur les produits Amazon, pas encore sur les téléviseurs Pana, sauf quelques premières impressions, qui va vite. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien, à l'image des enceintes connectées d'ailleurs de chez Amazon. L'assistant Alexa est rapide, moi j'ai de très bons résultats, y compris dans les interactions avec mes appareils domotiques. Et donc c'est l'un des pendants que l'on va retrouver dans ces téléviseurs, c'est que cette année, Pana pousse beaucoup plus en avant les messages autour de la connectivité, le côté Smart TV et Smart Connect avec vos périphériques. Piloter ses volets, accéder au retour vidéo de ses caméras, y compris sur son téléviseur, piloter n'importe quel objet IoT qui soit compatible avec l'assistant d'Alexa, ça fonctionne. Ça fonctionne depuis le téléviseur, puisqu'il intègre des micros. Alors attention, vous allez pouvoir les actionner ou les couper même physiquement, si vous avez peur que le téléviseur vous écoute, et puis ça fonctionne également depuis le micro qui est intégré sur la télécommande. Ça, je le précise, parce que c'était quand même un petit point que j'avais identifié lors de mon passage dans les bureaux français de Pana. J'avais trouvé que le téléviseur ne répondait pas super bien. J'avais trouvé que ça fonctionnait pas bien parce qu'en plus j'étais sur un Z95A et que le Z95A il a les enceintes cheminées sur le dessus et que les micros du téléviseur sont eux aussi disposés sur le dessus. Pour en juger par moi-même, c'est pas à l'occasion de cet événement à Düsseldorf, ce sera pendant les tests à la maison. Mais on nous assure que ça va mieux. Quoi qu'il en soit, la bonne nouvelle, c'est qu'on a donc une multitude d'applications, de services de streaming qui sont disponibles sans pour autant être pénalisés du côté de tout ce qui pouvait intéresser les fans de la marque et surtout les cinéphiles qui aiment mettre les mains dans les réglages ultra détaillés avec toujours autant de modes d'image. Et là où c'est intéressant, c'est que on va retrouver aussi des modes que vous allez pouvoir associer à des profils calibrés par un professionnel. Vous allez pouvoir créer un profil jour, un profil nuit, etc. Et ça peut être très très intéressant parce qu'il est vrai que certains aujourd'hui proposent le cinéma, le filmmaker, mais lorsqu'il est question de faire intervenir quelqu'un pour de la calibration, du calibrage, on se dit là si on pouvait avoir un petit mode supplémentaire sans avoir pour autant à changer mes réglages du mode cinéma qui parfois peut faire le job par une meilleure fluidité, par des traitements un petit peu plus agressifs, un petit peu plus présents, mais qui conviennent néanmoins soit aux spectateurs, soit à certains contenus. Donc là, chez Pana, ça va être très très bien. Donc Fire TV OS, pour moi, est l'un des premiers points positifs. Un des premiers points positifs sur lequel j'espère que Pana va s'appuyer pour nous mettre tout cela en avant. C'est vraiment couper les chaînes avec My Home Screen et couper les chaînes avec My Home Screen, y compris sur les produits plus d'entrée de gamme. Parce que tous les produits ne vont pas utiliser ce système d'exploitation Pana et Amazon. Certains vont fonctionner sous TiVo OS. Alors là aussi, c'est un système d'exploitation que j'ai pu découvrir dans une pièce qui était dédiée. Alors attention, cet événement à Düsseldorf, on est arrivé en fin de matinée et puis on a vu ensuite tous les produits durant l'après-midi et on s'était rythmé comme ça avec des petites salles dans lesquelles on pouvait aller découvrir les différents ateliers qui nous avaient été préparés.
TiVoOS, j'ai pu y consacrer un certain temps, là je me suis dit ok, bon bah finalement My Home Screen c'est vraiment définitivement terminé, y compris sur les téléviseurs plus d'entrée de gamme comme un W60A Series. La bonne nouvelle, eh bien c'est que c'est quand même un petit peu plus joli et un petit peu plus complet par exemple que My Home Screen, je me répète, mais on va se retrouver avec un menu avec des navigations horizontales, verticales, des belles grosses tuiles pour vous proposer vos contenus, accéder à vos applications. Je rappelle également que Fire TV, c'est une logique d'APK, donc je ne suis pas sûr que Pana ait verrouillé quoi que ce soit, mais moi sur mes Amazon Fire TV Cube, eh bien on peut injecter manuellement un APK depuis une clé USB par exemple, et faire une installation manuelle d'à peu près tout ce qu'on veut. Donc, je ne sais pas quelle va être la politique de Pana là-dessus, je ne pense pas qu'ils aient pu même souhaiter appliquer une quelconque sécurité pour injecter. Pourquoi pas une application genre SFR TV, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner, ou votre appli de la box Orange, parce que c'est vrai que encore aujourd'hui, c'est ce qui distingue par exemple d'un Fire TV, d'un constructeur comme Samsung et son Tizen OS, qui vraiment a fait beaucoup de travail pour intégrer toutes les applications des box opérateurs, ce qui vous évite pourquoi pas, eh bien, soit de louer le boîtier TV auprès de l'opérateur, soit d'en avoir encore pourquoi pas une deuxième télé, une troisième télé dans le domicile avec cette option multi-TV, multi-poste. Donc ça aussi c'est intéressant. LG également y travaille. Pana pour l'instant, c'est pas encore quelque chose qu'ils proposent. Est-ce que les APK sur Fire OS régleront ou non le problème? Eh bien, je testerai et je vous en dirai un petit peu plus à ce moment-là. Pour en revenir à TiVoOS, je vous l'ai dit, ça semble fluide. Et là encore, eh bien, les menus semblent plutôt tout à fait convenables. Voilà, c'est pas aussi détaillé que sur la partie Fire OS, c'est pas aussi efficace. Je rappelle par ailleurs que chez Pana, certains téléviseurs, et là aussi commencé un petit peu à creuser les fiches techniques lorsqu'elles seront disponibles, parce que moi-même aujourd'hui encore, je n'ai pas tous les détails des produits techniquement. Je vais vous parler des références, mais j'ai pas toutes les infos. Eh bien, chez Pana, on va retrouver le fameux Pentatuner, donc pour 5 tuners, grâce auquel vous allez retrouver la TNT, le satellite, vous allez pouvoir faire des enregistrements, regarder un autre programme, etc. Vous allez pouvoir également associer des comptes IPTV. Et vous voyez bien là qu'on est vraiment dans une approche très constructeur TV. Voilà, on est vraiment dans l'approche je consomme de la TV. Et W60A Series, ça reste pour moi du téléviseur de bas de tableau, bas de gamme, pied de gamme, entrée de gamme, là encore. Vous allez voir que, certes, il y a des tarifs un peu à la Panasonic, et malheureusement, on sait aussi que le constructeur n'est pas ultra flexible là-dessus. Et donc, on a différentes diagonales d'écran, différents tarifs. Je vais naturellement vous les donner, vous les inscrire, mais avant cela, je vais juste vous dire que, ok, ces téléviseurs, ils sont compatibles HDR10, ils sont compatibles Dolby Vision, ils sont compatibles HLG, ils sont compatibles Dolby Atmos. On nous fait état de connectivité IARC, de connectivité HDMI 2.1, avec des réglages de mode de faible latence pour les joueurs. Mais attention, les joueurs, n'attendez pas de ces téléviseurs qui vous en mettent plein la vue pour différentes raisons. Je vous l'ai dit, peu de caractéristiques techniques de connues pour l'instant, mais lorsqu'on creuse un peu, eh bien on se rend compte en fait que les W60A Series déjà sont des téléviseurs LCD avec des dalles 50-60 Hz. Bon, pourquoi pas, on sait que c'est encore comme ça que certains envisagent l'entrée de gamme, sauf que, c'est un panneau LCD à rétroéclairage LED, mais classique. Visiblement, ce serait du Edge LED sans Quantum Dot. Il n'y a pas de technologie, comme on l'a trouvé les QLED, qui vont venir justement apporter un petit peu ce boost de colorimétrie. Et puis alors, quid de la gestion également de tout ce qui va être blooming, etc. Certes, on avait des boucles de démonstration qui ne permettaient pas franchement de se faire une idée vraiment précise sur ce sujet-là. Mais attention là-dessus, parce que on est quand même sur un 43 pouces qui est à 499 €, un 50 pouces qui est à 599, un 55 qui est à 699 et un 65 qui est à 899 €. Là-dessus, il n'y a pas besoin d'être ultra calé sur le sujet pour se dire qu'il y a des concurrents en face, TCL, Hisense, qui vont cocher toutes les cases et y compris apporter une expertise, apporter une surcouche Quantum Dot sur ces téléviseurs-là. Et si on n'est pas exactement au même tarif, on sera sans doute très très proche, voire même peut-être un peu moins cher lorsqu'ils sont activés avec des promos. Et c'est là-dessus, moi, que j'ai envie que Panasonic se dise attention, il va peut-être falloir qu'on soit
réactif là-dessus, parce qu'on a beau s'appeler Panasonic, W60A Series n'est pas un produit complètement dingue sur l'aspect spécificité technique. On va aussi être sur un processeur, alors qu'ils appellent processeur 4K Color Engine, et qui va pas être un truc dopé à l'intelligence artificielle, qui va avoir des traitements d'upscaling de fou, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, ce W60A Series, encore une fois, produit d'appel, et produit d'appel qui pourrait bien souffrir justement de ces quelques petites choses, comme l'absence de technologie Quantum Dot. La famille de téléviseurs LCD de gamme légèrement supérieure avec les W70A Series, c'est toujours du LCD, ce sera toujours proposé également au mois de juillet 2024 comme les W60A Series, c'est toujours du 43 au 65 pouces, mais ça fonctionne non plus sous TiVo OS mais sous Google TV. Panasonic qui propose du Google TV depuis longtemps, mais alors c'était pas chez nous, c'était ailleurs, et désormais on aura des TV Pana sous Google TV. Alors l'écart de prix, il est quasi imperceptible. Le 43 pouces par exemple, c'est 549 € contre 499 € juste avant. Et puis ensuite, eh bien, c'est les mêmes prix. Le 50, c'est 599 €. Le 55, c'est 699 € et le 65, c'est 899 €. Il y aura sans doute un peu du mieux du côté de l'audio, mais pour la dalle LCD, on reste sur des dalles 50, 60 Hz. On nous parle toujours du VRR. Alors le VRR, si c'est pour faire du 48 au 60 avec du HDMI 2.1 un peu bridé, certes on va avoir de l'auto-low latency mode. D'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais ils ont dit oui on a un game mode plus. Bon ok, c'est juste la capacité du téléviseur sans doute à réduire certaines de ses fonctionnalités, enfin à couper certains de ses traitements processeurs pour justement eh bien, accélérer l'input lag, donc le temps de latence qu'il y a entre le moment où la prise HDMI reçoit le signal de la console ou du PC et le moment où elle l'affiche à l'écran. Il ne faut pas appliquer trop de traitement vidéo si on ne veut pas constater de retard à l'affichage. Toujours pas de Quantum Dot, c'est vraiment juste du système d'exploitation qui diffère. Bon, bah à vous de vous exprimer. Moi, je me dis que sur le côté W70, alors on aime ou on n'aime pas Google, mais on va avoir le mérite de la gestion de ses comptes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver les contenus qu'on a commencé par exemple sur son smartphone, sur sa tablette, sur son ordinateur, etc. Je me dis que quand on va allumer la télé et qu'on va être identifié, on va plus facilement retrouver tout ça. Et puis du coup, on aura sans doute aussi de la gestion multi-compte. On a toujours le même processeur, c'est toujours compatible HDR10, Dolby Vision, HLG, Dolby Atmos. Attention, c'est pas du HDR10+, là-dessus, pas du HDR10+. La télécommande également sur W60A et W70A, c'est pas la télécommande que vous connaissez sur les téléviseurs haut de gamme OLED de chez Pana. C'est une télécommande noire, alors qui certes elle mérite, on aime ou on n'aime pas, mais de proposer toutes les touches pour naviguer peut-être plus confortablement et notamment sur la TNT, pour zapper d'une chaîne à une autre plus facilement qu'avec les touches plus et moins, par exemple, qu'on va retrouver sur des télécommandes minimalistes chez Samsung, pour ne citer que. Donc voilà, donc ces deux produits-là, bon, ils se positionnent, ils créent quelque chose, ils vont, dans les linéaires, positionner Panasonic, en tout cas offrir à Panasonic la possibilité de se positionner dès les allées où c'est du pas cher, et puis comme ça d'occuper les linéaires. Mais j'y reviendrai là-dessus, justement, sur ce qu'il faut en attendre. Donc je rappelle les prix, 43 549, 50 599, 55 699 et 899 € pour le 65 pouces avec une disponibilité en juillet. La petite parenthèse également autour de ces deux produits, eh bien je vous l'ai dit, mais ça va s'appliquer à tous les produits. On était vraiment dans un événement où on ne pouvait pas consulter ce qu'on voulait, et moi, sérieusement, j'ai regretté d'ailleurs que Pana ne nous ait pas mis plus de boucles de contenu, quoi. Ça tournait sur une boucle d'1 minute 30, 2 minutes. Quand on voit ça toute l'après-midi, au bout de 20 minutes, on se dit, bon, on ne pourrait pas nous afficher autre chose là quand même, parce que, bon, voilà. Parenthèse refermée, c'est pas avec ça que je vais vous dire, ces téléviseurs sont intéressants si vous avez un petit budget. C'est une bonne nouvelle que Pana soit décidé à occuper de la place, à proposer, à répondre peut-être à une certaine demande, parce qu'on n'a pas tous des budgets très importants. Le W80A Series, dont je vais vous parler maintenant, qui là aussi justifie d'un tout
petit saut technologique, enfin une toute petite augmentation des prétentions techniques pour cette série de télé, là encore du 43 à du 65 pouces, avec pas de valeur de luminosité, etc. Mais on nous dit c'est du LED premium pour la dalle, donc bon, pour le rétroéclairage, donc bah du coup... En fait, c'est du direct LED, hein. On n'est pas encore sur une logique de truc ultra piloté, ultra finement. Pas de valeur de lumi, je l'ai dit, mais quand même des petites choses à noter. Voilà, si on en croit le communiqué de presse, qui n'est pas ultra détaillé, qui nous dit bah il y a du HDR10+ maintenant dans ce W80A Series. Et puis alors le processeur HCX Panasonic, cette fois-ci, attention, hein, c'est pas le HCX Pro AI MK2 que l'on retrouve sur les produits les plus haut de gamme, avec les traitements d'intelligence artificielle, mais néanmoins on devrait commencer à avoir cette fois-ci des choses plus intéressantes du côté de tout ce qui est gestion de la fluidité, upscaling, les gestions des modes filmmaker, enfin du mode filmmaker, le rendu, etc. C'est pas pour rien après tout qu'il est certifié HDR10+. En tout cas, il faut espérer qu'on aura quand même un distinguo sur la partie qualité de l'image entre 60, 70 et 80. 80, on rebascule sur un téléviseur qui fonctionne sous Fire TV, qui a toujours le Game Mode Plus, HDMI 2.1 pour 2 connecteurs, Auto Low Latency Mode, VRR, Dolby Vision, mais attention, la partie jeu, on n'est pas encore sur une dalle 120 Hz là-dessus, et on n'est pas non plus sur une dalle qui va être boostée avec des quantum dots, donc non, 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 pas de filtre à boîte quantique encore là-dessus, il va falloir mettre encore un petit peu plus. Et alors là, 43 pouces, 649 €, 50 pouces, 799 €, 55, 899 €, 65, 1099 € pour cette série W80A, 1099 €, 65 pouces, et on va pas au-dessus. Et pourtant, tous les signaux du marché nous rappellent que ce sont des grandes tailles qui sont privilégiées par les consommateurs. Alors c'est peut-être pour ça, justement, que Panasonic se dit, bah ouais, bah nous on va aller jusqu'à du 43, parce que si on a du mal à se bagarrer sur ce marché en étant bien positionné sur les prix face à ces constructeurs chinois qui sont extrêmement agressifs, et pas que, hein, parce que Samsung sait aussi animer sa gamme, LG sait aussi animer sa gamme, Philips, TP Vision, un peu moins, mais bon, ils sont là aussi, et ils ont un argument à faire valoir, par exemple, avec l'Ambilight, qui crée quelque chose chez les gens également, avec un processeur qui va bien aussi. Donc il y a de l'appétence aussi pour ces TV Philips. Mais alors comment Pana va faire la différence alors même que chez les rivaux, chez la concurrence, les gars, ils sortent du 75 et parfois plus, avec des produits d'appel, avec des trucs pour les gens qui sont prêts à faire des concessions sur le rendu de l'image au profit d'une image immense. Et certains constructeurs l'ont bien compris, cet intérêt de la part de la clientèle pour les très grands téléviseurs, ces consommateurs qui sont subjugués en magasin par ces 75-85 pouces et qui disent « Ah ouais, dis donc, ce prix-là, c'est quand même quelque chose ». Bah moi ça l'emporte sur peut-être les traitements cinéma, etc. Ouais, mais attention, bah parce que forcément sur ces très grandes télés, si c'est pas cher, ça veut aussi dire que côté processeur, etc., c'est sans doute pas faramineux. Et bah plus vous étirez cette matrice Ultra HD, plus vous réduisez cette densité de pixels par pouce, et plus les défauts sont visibles également. Donc si on n'a pas un bon processeur dans un téléviseur très grand à pas cher, et ben là encore, ça risque de créer des effets, enfin ça risque d'être un petit peu déceptif dans le rendu. C'est pas pour rien qu'au-delà de 75 aussi, on peut commencer à se dire, si on a le budget évidemment, on peut commencer à se dire, ouais, la 8K va m'apporter une densité de points, et surtout les téléviseurs 8K, essentiellement chez Samsung aujourd'hui, puisque c'est lui qui les pousse le plus, apportent des technologies d'upscaling qui sont en commune mesure. Moi, aujourd'hui, je suis assez clair là-dessus. Les processeurs qui sont dans les téléviseurs Samsung, on peut regarder de l'Ultra HD sur des très grands écrans, ça fonctionne très très bien. Alors je vais pas vous dire que vous avez regardé tous vos programmes en 720 de manière ultra confortable, mais pour les programmes que l'on retrouve en streaming, que l'on va retrouver même en 1080p sur des Blu-ray, ça fonctionne quand même très très bien. Parenthèse refermée pour en revenir ici à notre Panasonic qui semble vraiment avoir en tête cette stratégie d'occuper les linéaires, mais encore faut-il qu'ils aient de la politique tarifaire en face. Allez, je vais clôturer la présentation des modèles LCD avant de vous parler des produits OLED avec les deux dernières séries, à savoir W90A et W95A. 90, là encore, petite montée en gamme, et néanmoins, dans les deux cas, eh bien, on est enfin sur des téléviseurs un petit peu plus sérieux. D'abord, du côté du W90, alors c'est toujours du rétroéclairage LED classique dans la taille de la LED, mais on est désormais sur un téléviseur dit FALD, Full Array Local Dimming. Donc ça devrait être quand même bien mieux du côté de ce qui est maîtrise du rétroéclairage du panneau LCD, et donc on devrait avoir quand même une image à la fois plus dynamique, avec moins de risque de blooming, etc. Mais attention, pour aller vers du mieux, il faudra se tourner vers le
W95A, qui est lui un téléviseur LCD à rétroéclairage mini LED. Non, n'espérez pas avoir la moindre information quant à la puissance lumineuse, le nombre de diodes, le nombre de zones pour le W95A. Pana ne dit absolument rien du tout de tout cela, donc voilà. Ces W90 et W95A sont aussi plus sérieux parce qu'ils font entrer un nouveau processeur, alors le processeur HCX Pro AI Mark II, le truc dont je vous ai déjà parlé durant l'année, et qui du coup fait entrer l'aspect gaming un petit peu plus performant, toujours que 2 prises HDMI 2.1, mais on a désormais le support du Dolby Vision 144 Hz, et donc vous avez aussi toutes les logiques de HDR10, HDR10+, également désormais avec le 120 Hz, donc si vous branchez une console de jeu par exemple. On va avoir quelques petits détails, par exemple on va avoir, comme je l'ai dit, sur tous les produits Dolby Vision IQ d'ailleurs, HDR10+, adaptative d'ailleurs sur ces modèles, mais on va aussi avoir un W90A qui est doté d'un système audio 2x15 watts sans caisson de basse, et le W95A fait lui entrer un caisson de basse de 20 watts en plus, qui devra apporter quand même une certaine consistance. Et attention, seul le W95A bénéficie en plus des fameux QLED. Wouhou! On a du QLED sur le plus haut de gamme des téléviseurs LCD mini LED chez Panasonic. Pas en dessous. Bon, peut-être que les ingénieurs de Pana se sont dit, bon, de toute façon, ça ne sert à rien de mettre en dessous. Bon, voilà, là aussi, peut-être que les forums nous diront le contraire, j'en sais rien, moi encore j'ai assez peu d'espoir de tester tout cela. Alors ces téléviseurs fonctionnent aussi sous le système d'exploitation Fire TV avec les différents avantages que j'ai évoqués juste avant. Le fait également qu'il soit compatible avec le 120 Hz quand on va brancher console ou PC et 144 lorsqu'on va utiliser son PC, donne du sens cette fois-ci à la présence de ce fameux Game Control Board. C'est tout simplement la Game Bar sauce Panasonic qui là encore apporte certes certaines informations. Les informations, tout ce qu'il y a de plus classique et certaines fonctions peut-être un peu limitées aussi, par exemple dans le choix des modes de jeu, on a juste un mode FPS, un mode RPG, en tout cas de ce que j'en ai vu, et puis surtout, franchement, j'ai pas été bluffé par les rendus en mode jeu. Alors en l'occurrence c'était sur un téléviseur OLED, et je vais y revenir tout de suite sur la gamme des téléviseurs OLED, mais comme Pana a signé ce partenariat avec avec Blizzard pour Diablo 4, et le nouveau DLC là, on n'avait que le droit à Diablo. J'ai essayé de lancer sur la Xbox, j'aurais dit ouais, on peut lancer un Forza, j'aimerais voir ce que ça donne en matière de décrochage, de l'image, de fluidité, de peps, etc. Ouais, non, là on peut pas. Bon, ils ont gentiment botté en touche, donc voilà, pour l'instant je vais absolument pas me prononcer sur la partie gaming, en tout cas sur le papier, W90 et W95A justifient aussi d'une petite montée en gamme sur ces deux modèles-là, enfin sur ces deux familles de produits qui, comme je le disais, sont découpés pour le 90A en 43, 50, 55 et 65 pouces à 899, 1099, 1199 € et 1399 € pour le 65 pouces en W90A, LCD, Full Array Local Dimming, non QLED, avec 2 prises HDMI 2.1 et un système audio 2x15 watts Fire TV. Voilà. Allez, au mois d'août, donc ça sera dispo au mois de juillet. Un mois plus tard, au mois d'août, nous aurons le W95A qui débarquera en 65 et en 75 pouces à 1999 € et à 2399 € pour le téléviseur 75 pouces mini LED qui est l'un des plus grands, puisque l'autre qui sera un rien plus grand, c'est le Z93A qui est lui donc l'OLED de la série, le plus grand des téléviseurs OLED de cette série Z93A, qui n'utilise pas de dalle méta, mais là aussi je vais y revenir tout de suite. Bon, je vous invite à vous exprimer là-dessus, d'autant que là encore, W95, on a 65, 75 en mini LED, vous n'aurez pas le droit d'avoir, c'est un peu comme chez Sony, quoi. C'est un peu, les constructeurs japonais se sont dit, nous on va aller à l'essentiel. Tout à l'heure j'évoquais le fait que le marché est demandeur de taille plus grande, mais alors si vous êtes un peu dans l'entre-deux et que vous vous dites, bah moi je veux bien un 55 pouces rétroéclairage mini LED de chez Panasonic parce que j'aime bien le traitement du processeur HCX Pro AI MK2 qui en plus va me donner une multitude de modes de réglage d'image, va m'offrir les avantages de Fire TV,
Eh ben vous pourrez pas, parce que du coup, le mini LED, c'est 65 et 75 pouces. Et c'est dommage parce qu'en plus, le tarif était dans la grille, mais pour l'instant, ces deux références, donc que sont le 55 en W95A, est sorti du tarif, n'est pas dans le communiqué de presse. Donc pour l'instant, on va temporiser. Peut-être que Pana est encore en cours de discussion pour savoir si cette diagonale d'écran va débarquer sur ces téléviseurs LCD haut de gamme mini LED. Allez, on va se parler donc de ce Z80A qui est le ticket d'entrée, et tous les téléviseurs OLED, sachez-le, fonctionnent de toute façon sous Fire TV. C'était l'un des arguments, comme je l'ai dit déjà depuis le début dans cette vidéo, des évolutions de chez Pana. Alors Z80A, c'est une dalle White OLED classique, vraiment, c'est du classique. Comme on va en trouver chez d'autres constructeurs qui ont signé des partenariats avec LG Display. Alors ça, visiblement, des produits QD OLED chez Pana, c'est pas demain la veille qu'on va en trouver, visiblement. Les échanges ne se font pas avec Samsung Display. Bon, tire peut-être des conclusions un peu hâtives, mais pour l'instant, Pana reste fidèle à ses panneaux de LG Display et donc des panneaux White OLED. Donc un Z80A avec un processeur HECX avec des certifications comme le Dolby Vision IQ, HDR10+ adaptif, les modes Filmmaker, mode Dolby Atmos, un système dit audio Surround Sound Pro. Encore une fois, on n'a pas toutes les caractéristiques techniques, ne vous attendez pas à avoir des valeurs de pic de luminosité. De toute façon, on devrait être en deçà des 900-800 nits, je pense, sur cette gamme de produits. C'est pas quelque chose qui va aller chercher très très haut en matière de puissance lumineuse. Et on est ensuite sur ce processeur HECX, attention, c'est pas le HEX Pro AI, qui va permettre quand même de offrir un accès au gaming à 120 Hz avec une certification HFR et FreeSync Premium, du 120 Hz sur des prises HDMI 2.1 puisque le téléviseur ne peut pas faire mieux. Alors je sais que certains d'entre vous, on en échange régulièrement, vous avez bien compris que depuis tout à l'heure je vous parle de ces processeurs HCX de Pana sans vous mentionner le fait si c'est du MediaTek, Pentonic, 700, 1000, etc. Mais parce que Panasonic ne veut pas communiquer là-dessus. Donc on suppose quand même que sur les téléviseurs où c'est du 144 Hz, c'est bien qu'on serait plutôt vers des puces Pentonic 1000 pour avoir cette capacité à gérer le 144, mais toujours sur deux prises HDMI 2.1. Et donc c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi par exemple sur un Z95A. Mais j'ai pas plus d'informations que cela. Peut-être que quand je recevrai les téléviseurs, je pourrais creuser un peu l'histoire, mais pour l'instant, Pana ne communique rien là-dessus. Le Z80, il sera proposé au mois d'octobre dans sa version 48 pouces à 1399 €, en 55 au mois de septembre à 1799 € et en 65 pouces à 2500 € également au mois de septembre. Un ticket d'entrée donc qui fait mal. Ouf, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Et si tant est qu'il faille comparer par exemple ce Z80 à une série B de chez LG, un B4 par exemple, alors je vais pas vous dire que c'est ça, j'en sais rien, mais bon, quitte à se dire à prendre les deux tickets d'entrée, parce que c'est sûr que ça sera pas une série C par exemple, eh bien on se dit quand même que chez LG, on ira aussi plus loin en matière de diagonale d'image, donc là aussi on saura se limiter à du 65 pouces, et à quel tarif? Ça pique un peu quand même. La gamme de téléviseurs désormais Z85A suit une évolution assez logique. Petite évolution, on est toujours sur un panneau White OLED, mais avec l'entrée en action d'un processeur HECX Pro AI Mark II, ce qui devrait significativement améliorer quand même la qualité de l'image sur la multitude de couches de traitement, identification des objets, qualité de l'upscaling, gestion de la fluidité de l'image, gestion évidemment des contenus HDR et gestion également de tout ce qui touche au gaming. Et c'est pourquoi désormais sur ce modèle avec le HCX Pro AI Mark II contre du HCX classique pour le Z80A, on a du Filmmaker, on a du Dolby Vision IQ avec Precision Detail, HDR10+ adaptive. Là on est vraiment dans le téléviseur Panasonic qui coche un peu toutes les cases, je ne l'ai pas rappelé, mais on a aussi le Pentatuner, etc. On a la présence d'un capteur RVB, donc qui, au-delà de faire de la simple détection de la luminosité ambiante de la pièce, va également intervenir sur les teintes de l'image. Pour le Z85A, on est encore sur un téléviseur qui, en mode gaming, reste sur du 120 Hz. Et c'est ce qui commence à faire la différence avec le Z90A, donc modèle encore un step supérieur, qui lui va proposer du Dolby Vision 144 Hz, on a du FreeSync Premium, mais aussi du G-Sync.
avec un avantage néanmoins assez significatif pour ce Z90A, puisqu'ils intègrent un panneau OLED Master OLED Pro, et c'est ainsi qu'il est baptisé chez Panasonic. Je rappelle juste que le Master OLED Ultimate, ce sont les dernières générations de dalles de chez LG Display que l'on va retrouver donc sur le Z95A, qui intègre à la fois les micro-lentilles et les algorithmes Meta Booster, donc le MLA et Meta Booster, et donc c'est ces fameux panneaux Meta 2.0, en tout cas pour la génération, et ce qui est intégré sur le Z95A. Z93A, lui, n'en dispose pas. Z90, donc, devrait intégrer ce dissipateur thermique, ce qui va lui permettre d'accéder également à un niveau de puissance lumineuse supérieur, en plus de ce que je vous ai mentionné comme le gaming 144 Hz, à la différence du Z85 qui lui reste en 120. Tout ça, ce sera disponible au mois de juillet. Le 55 Z85A, il est annoncé à 1799 €. Le 65 Z85A, il est à 2499 €. Le 55 Z90A, c'est 2499 €. Le 65 Z90A, c'est 3299 €. Nous n'aurons pas de 77 pouces dans cette série de TV, ni même de 83 pouces. De toute façon, il n'y a pas de 83 chez Pana, et ils sont déjà bien assez chers. Et c'est d'ailleurs des tarifs maintenant qui m'emmènent à vous parler des Z93 et Z95. Je vais aller assez vite parce que je vous ai déjà tout dit sur ces téléviseurs-là, donc je ne vais pas y revenir. C'est les deux téléviseurs qui se veulent les plus haut de gamme. Alors, sauf que le 93, en 77, comme je l'ai dit, il n'a pas de dalle Meta 2.0, donc il n'a pas les micro-lentilles, il n'a pas les algorithmes non plus qui permettent d'apporter ce boost de puissance lumineuse. Je rappelle que LG Display annonce une puissance en pic de luminosité de 3000 nits. Alors peut-être sur une portion de 3 à 5%, c'est assez... C'est un peu la course à la luminosité. Chez Panasonic, on va aller surtout chercher la course au traitement vidéo. Et c'est vrai que les démonstrations que j'ai vues, il y avait un 65 Z95A qui était là, et la différence, elle existe. Elle est là. On la voit entre un Z90 et un Z95A, mais aussi entre le Z93 qui lui est en 77 juste au-dessus. On voit bien que le Z95A, il est plus lumineux. C'était déjà le cas avec le MZ2000 en 65 pouces à l'IFA de Berlin, avec le 77 qui lui n'était pas doté de dalle métal, cette fois-ci de première génération. Il y avait déjà une différence qui était notable, on le remarquait. Pour autant, les boucles de démonstration, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était des petites boucles, franchement, bon voilà. J'ai pu me balader quand même autour des téléviseurs, histoire de me faire une idée des angles de vision, des reflets, etc. Alors on avait quelques panneaux, on avait quelques spots au-dessus, et mine de rien, le filtre Vanta Black qui était appliqué sur le 65 en Z95 me semble quand même meilleur que ce qui existe chez les autres. C'est peut-être compensé aussi par ce petit plus de luminosité, mais les images étaient globalement là pour mettre en valeur des images de téléviseurs OLED, donc des trucs très contrastés avec pas mal de noir pour nous montrer que le noir est parfait. Ça, c'est un peu la démo habituelle. Bon, c'est pas des démonstrations qui m'ont subjugué, je ne vous le cache pas. Donc là-dessus, pour l'instant, voilà. Et puis surtout, il y a les prix. Le 65 Z95A, c'est 2999 €. Le 55 Z95A, 2999 €. 65 Z95A, 3999 €. 77 Z95A, c'est 4999 €. Et là, du coup, je vais me permettre une petite comparaison. Par exemple, savez-vous que le 55 en G4, actuellement, je viens de regarder, c'est 2790 €. On est à 2999, donc 3000 € chez Pana pour le 55, on est à 2800 sur le G4 pour la même taille. Toujours à taille équivalente, un 65 Z95A, c'est 3999 €. Un 65 G4, c'est 3590 €. Alors, sachant qu'en plus, ils vont sur des tailles supérieures, et notamment sur du 77. Le 77, il est à 4990 € pour le G4, et il est à 4999 € pour le Z93A. On se dit, ah là, il n'y a plus que 9 € d'écart. Ouais, sauf que dans les faits, il y a 9 € d'écart pour Panasonic, et le souci, c'est qu'il n'est pas doté de dalle Meta 2.0, comme c'est le cas pour le 77 G4, avec, certes, le G4 n'a pas de pied, donc il va falloir considérer l'achat d'un pied, si nécessaire, mais bon, c'est 120, 150 € et moins de 200 €, je n'ai pas les prix en tête actuellement, mais voilà, encore une fois, là, la course au tarif, Panasonic se positionne au-dessus, alors que le lead est dur. Il est dur, et c'est là que j'embraye un peu sur mon point global, et un peu ma conclusion et mon verdict de tout ce que j'ai pu voir.
Au-delà du fait que j'ai eu des démonstrations qui sont allées assez vite sur les différents ateliers, mais bon, c'était un événement européen, hein, on n'est pas à la maison, au-delà du fait que les boucles de démonstration variaient assez peu, au-delà du fait que l'aspect démo aussi de la partie gaming, quand j'ai dit, bah ouais, mais je peux voir autre chose que Diablo, bah non, c'est que Diablo. Ok, ils ont un partenariat avec Blizzard et ils sont super contents d'avoir ce Diablo 4 et cette nouvelle extension, mais bah montrez-nous autre chose, quoi, parce que Diablo, c'est pas ça qui va vite, c'est pas ça qui va nous permettre de nous dire, ouais, le 144, c'est ultra fluide, parce que nous dire, regardez, l'image, elle est ultra fluide. Ok, on a des modes true game, modes en plus des différentes... enfin, du mode FPS, du mode RPG, on a un mode true game qui va reproduire cette fois-ci eh bien, vraiment du HDR en mode jeu. Alors tout ça, ça va chercher dans le HGG. Et puis, on va pas le négliger. L'intérêt de Panasonic aussi, du mode jeu chez Panasonic, c'est que vous pouvez activer le mode jeu sur tous les modes d'image. Alors désormais, on a le True Game Mode qui offrirait une fidélité des couleurs en mode jeu, y compris en HDR, supérieure à tout ce que l'on a pu avoir, enfin meilleur par rapport à tout ce que l'on a pu avoir actuellement. Ça, c'est des promesses, mais pour l'instant, moi, Diablo, ça m'a pas laissé extatique, quoi. J'avais envie de voir un truc qui bouge, un truc qui va vite, un truc où il y a des fortes lumières, des basses lumières, enfin des hautes lumières, des trucs, voilà, un truc qui pète bien. Bon, bah ça, j'ai pas pu non plus. Et donc, du coup, je me dis, waouh, ils nous sortent un truc, il y a 10 nouvelles séries de téléviseurs. Et franchement, j'étais emballé, je me dis, bon, bah c'est cool, en plus, on est dans une année de JO, Pana a son partenariat, oh, ils vont y aller, quoi. Ils vont y aller, ils vont revenir, ils vont pas se laisser achever, ils vont pas se laisser mourir. Et en discutant un peu, eh bien, on se rend quand même compte que ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Panasonic de sortir de cette position, cette souffrance. Ils sont plus leaders et visiblement 2024 risque de ne pas être une année où ils vont vraiment mettre des gros moyens pour s'offrir une grosse visibilité. C'est dommage, ça peut que être regrettable. J'en ai parlé sur le Discord, mais on était à Düsseldorf, je suis allé faire un tour avec des confrères au magasin Saturn, et là, bah voilà, on se retrouve dans les linéaires, plein de télé, du Samsung, du Philips, avec un corner Philips, hein, TP Vision, du LG, du Sony, et puis bah, tout au fond du magasin, une palette avec des anciennes références, je crois qu'il y avait du MX800, du LX je sais plus quoi, avec quelques produits Panasonic, mais dans des cartons. Les trucs sont même pas exposés. Et c'est dommage, franchement. Alors ça, je le dis très objectivement, j'aurais bien aimé que Pana s'offre un coup de boost, là, avec ses événements sportifs. Bon, bah, je sais pas, hein, Panasonic Japon, si vous me regardez, il va falloir lâcher l'oseille, parce que les produits, sans doute, le méritent. Alors, ok, c'est une vaste gamme, avec à chaque fois des petites évolutions, parfois subtiles, parfois plutôt intelligentes. Pourquoi on n'a pas plus de gamme mini-LED? Ça, je peux le reprocher. Pourquoi on n'a pas de plus grande taille aussi sur des produits d'Apple? Puis pourquoi on n'a toujours pas de dalle Meta 2.0 non plus sur le 77 pouces? En fait, bah, j'ai quand même l'impression que Pana est dans un arbitrage assez dur. Assez dur, ils arbitrent, ils sont là, ils sont plus en position offensive, ils survivent un peu, ils essayent de surnager dans l'eau, les parts de marché sont compliquées. Et c'est dommage parce que, bah, d'ailleurs, je l'ai dit aux équipes de Panasonic France, pour moi, 2024, ça sonne un peu comme le dernier espoir, quoi. C'est le dernier souffle avant de s'éteindre complètement. Encore une fois, je leur souhaite pas, mais ils ont la gamme qui s'étoffe, ils ont le nouveau système d'exploitation qui a une histoire à raconter sur l'aspect Smart TV, etc. Ils ont TiVo-OS, ce sont des produits également de petite taille, ils ont un événement sportif dont ils sont partenaires avec les JO, et je suis pas sûr que les moyens seront déployés pour mettre le truc en avant. À un moment donné, il faut que Panasonic revienne. Il faut qu'ils reviennent également au travers des tests, des produits qu'ils vont nous envoyer, etc. Parce que les Z95A, je suis persuadé que ce seront sans doute des très bons téléviseurs. Ils vont se confronter à une concurrence du côté de chez LG et du côté de chez Samsung qui va être sérieuse, mais il y en aura toujours des fans de Sony, des fans de Pana, des fans des différentes marques. Donc chacun y trouvera peut-être son compte chez l'un ou chez l'autre. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué. C'est dommage parce que quelle marque. Bon, écoutez, voilà, vous avez désormais toutes les informations. C'est sans doute encore une immense vidéo, mais vous avez un sommaire pour vous déplacer. Enfin, vous aviez un sommaire pour vous déplacer dans tout cela. Et puis, vous l'aurez compris aussi, il était bien trop prématuré pour vous livrer le moindre verdict quant à la qualité d'image sur les boucles que j'ai pu découvrir. Il y a du bon, il y aura sans doute aussi du moins bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas, vous savez quoi faire. Le pouce qui va bien, qui motive, les interactions dans les commentaires ci-dessus. Promis, je vais essayer aussi d'être
plus présent sous les commentaires, certains d'entre vous le savent sans doute, j'ai dû traverser une période difficile sur le plan personnel également. Donc voilà, j'en dirai pas plus, mais qui d'ailleurs explique l'absence de 15 jours de vidéos sur la chaîne, 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus, bref, c'était très long. C'était un moment un peu difficile pour moi. Quoi qu'il en soit, vous avez l'espace commentaire, vous avez également le groupe de discussion, Discord, et puis vous avez vu s'afficher également mes réseaux sociaux pour rester en contact avec moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!